Ça fait longtemps, asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous en avez pas marre de tous ces youtubeurs qui vous font des injonctions en permanence sur le fait d'être heureux? Fais comme ci, fais comme ça, ne fais pas comme ci, ne fais pas comme ça. Eh ben écoutez, c'est pas du tout ce que je vais faire dans cette vidéo. Vraiment, si vous croyez ça, vous vous mettez le doigt dans l'œil. En réalité, il y a deux choses que j'adore dans la vie. La première, je pense qu'elle est commune à l'humanité tout entière, c'est être heureux. Et la deuxième chose, c'est me questionner sur pourquoi je suis heureux. Comme si c'était pas normal. Je me suis donc assis et je me suis demandé quelles sont les choses, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de ma vie, qui aujourd'hui font que je suis dans un état plutôt positif dans ma vie. Et je vais te partager ces 12 règles. 12 règles parce que ça marche bien, 12 règles en général. Quand je dis aux gens ce que je fais dans la vie, c'est-à-dire que j'entreprends des choses, que je gagne ma vie en indépendant, les gens me disent que j'ai de la chance. Les gens me disent que être entrepreneur, c'est quelque chose d'incroyable. En fait, je pense qu'il faut arrêter cette dichotomie permanente entre l'entrepreneur heureux et épanoui d'un côté et le salarié ultra triste, enfermé dans sa routine. J'ai connu des entrepreneurs riches à succès qui se plaignaient en permanence. De l'autre côté, j'ai connu des gens avec option bac+0, prêts à la banque à 20 ans parce qu'ils sont fonctionnaires, et le petit chien, la famille, qui se mettent bien en fait. Ils sont très heureux parce qu'ils sont alignés avec ça. Ça a toujours été leur seule ambition depuis leurs 15 ans. Donc je pense que l'anxiété de manière générale, elle vient du moment où tu commences à avoir un désaxement, j'ai envie de dire, entre tes pensées et tes actions. Si tu as envie de faire quelque chose, mais que tu agis pas de manière à aller vers cette chose-là, c'est là, je pense, que tu vas finir par être malheureux et anxieux au quotidien, parce que tu vas sentir que tu perds une certaine autonomie en fait sur ta vie. Perso, la chose que je fais sur une base régulière, c'est de planifier mes semaines, planifier mes mois, planifier mes 90 jours suivants, pour toujours voir si je suis en accord avec ce que j'ai planifié avant, et pour toujours rester dans cet axe où mes actions sont en accord avec mes pensées. Parce que dès que je sens que je me désaxe, c'est là que je commence à ressentir de l'anxiété, que je commence à me questionner sur plein de trucs, et c'est pas cool, tu vois, tu commences à mettre la vie en cause, t'es pas heureux, c'est horrible, c'est horrible. J'aime les belles choses, genre vraiment. Du moins, même si la beauté peut être subjective d'une certaine manière, personnellement, j'aime m'entourer de choses qui me paraissent esthétiquement plaisantes, tout ça en fait dans les moindres détails. C'est peut-être mon côté un peu trop organisé et consciencieux, mais je peux passer des semaines et des semaines à trouver une tasse de café qui va rentrer pile dans mes critères en termes d'esthétique et en termes de tenue. Ouais, c'est du vécu. Les choses esthétiques, ça m'inspire. Être dans un environnement joli, ça me pousse à me dépasser, ça me fait me sentir bien. Dans l'autre sens, quand je suis dans des environnements un peu chaotiques, un peu mal rangés, non esthétiques, je vais me sentir moins inspiré, je vais me sentir plus anxieux. À titre d'exemple, il y a 2 ans, j'ai déménagé à Séville pendant plusieurs mois. Je cherchais des villes d'Europe où déménager. J'ai choisi Séville tout simplement parce que c'est une ville absolument magnifique. Et même après plusieurs mois dans cette ville, je me remettais toujours pas à quel point le centre-ville de Séville, c'est magnifique. Tu te balades, tu te sens inspiré, je sais pas, t'as envie de faire des choses en fait, quand t'es entouré par de belles choses. Donc vraiment, l'esthétique des choses, la beauté des choses, c'est quelque chose qui peut me rendre heureux et au contraire me rendre malheureux, j'ai envie de dire, si le critère n'est pas rempli. Dans tout ce que j'essaye de trouver le croisement parfait entre quelque chose de fonctionnel mais beau, parce que ça va vite de trouver des choses fonctionnelles mais absolument affreuse. Je suis un éternel amateur dans tout ce que je fais. En d'autres termes, je me dis que je peux toujours tout apprendre. Quand je connais pas un sujet, je me dis pas que je suis nul dans ce sujet. Je me dis juste que dans les niveaux de ce sujet, je suis encore au début et il me reste juste à apprendre des compétences sur la chose. Un bon exemple pour montrer à quel point toute ma vie j'ai été limité par l'idée que si je connaissais pas quelque chose, c'est que j'étais nul, c'est l'exemple des maths. J'ai des parents nuls en maths qui m'ont toujours ancré, limite que c'était héréditaire d'être nul en maths et que je serais toujours nul en maths. Mais je suis convaincu qu'avec un peu de travail, je pourrais avoir un niveau très correct. Et ça dans absolument n'importe quelle discipline. Je suis pas du parti de dire que tout le monde peut devenir un génie, tout le monde peut devenir un coach certifié dans absolument toutes les compétences. Mais je pense que c'est bien d'atteindre l'excellence dans 2 à 3 domaines et toujours être ouvert à d'autres choses, toujours se dire qu'on est amateur sur certaines choses. Évidemment, il y a des choses pour lesquelles on a plus d'affinité, il y a des choses pour lesquelles on a, comme on dit, une zone de génie et dans lesquelles on va vite se sentir bon. Mais je trouve que ça vaut pas le coup de se fermer des portes sous prétexte qu'on est nul dans quelque chose. Et si j'essaye quelque chose et que la chose me plaît pas, bah j'arrête. Mais au moins j'aurais essayé et je me serais lancé dans le truc. Ça m'aura ouvert quelques portes. Il y a quelques années, quand il était beaucoup moins connu et surtout beaucoup moins dans la sauce, j'ai écouté une conférence d'Oussama Ammar qui m'a beaucoup intéressé parce qu'elle est vraiment arrivée au bon moment dans ma vie. C'est une conférence dans laquelle il parlait des risques en entrepreneuriat. Il disait que pour la société actuelle, on considère l'entrepreneuriat comme quelque chose de risqué. On dit que se lancer dans un projet, perdre quelques milliers d'euros, perdre quelques mois à faire quelque chose qui va échouer, c'est risqué. Et il comparait ça par exemple avec le fait de partir dans un pays en guerre, une arme à la main, se dire que potentiellement ce soir on viendrait pas à la maison. Il y a des vrais risques qui existent dans ce monde. L'entrepreneuriat, ça fait pas partie des vrais trucs risqués. Quand je suis passé en première et terminale, on m'a dit que j'allais choisir ma filière, puis après on m'a dit que j'allais choisir ma fac, puis à la fac une spécialité en licence 3, puis le master 1,
puis le Master 2, à un moment de mes études, donc j'étais bien avancé, et je me suis dit, attends, on me ressort la même chose tous les ans, depuis presque 15 ans, et je continue. Et là, j'ai jamais été aussi proche d'être dans un bureau. Les calculs sont pas bons, parce que je le vois le truc arriver. Et je risque de me sentir enfermé dans un truc, avec peut-être des engagements qui font que je peux plus en ressortir. Quand j'ai entendu cette notion de risque, je me suis dit, c'est quoi le pire risque que je prends aujourd'hui à arrêter tout et à tenter des choses? Bon, je risque pas de mourir. À ce moment-là, je risquais pas d'être à la rue. Et je disais souvent à mes proches en rigolant, je me laisse toute ma vingtaine pour percer. Et pour réussir à dégager quelque chose de correct avec mes projets à côté et pour faire perdre sa valeur à mon diplôme en fait. Pendant toute ma vingtaine, j'arrêterai pas. Et au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Bah au pire, ça marchera pas. J'aurais perdu foi en le modèle entrepreneurial et je deviendrai le tonton aigri au repas de famille qui a pas réussi à percer, tout simplement. Mais c'est le pire qui puisse m'arriver. Et cette question de risque, elle vaut pas que pour l'entrepreneuriat. C'est quoi le pire risque que tu prends en allant voyager seul autour du monde? C'est quoi le pire risque que tu prends en demandant un date à ton crush? C'est quoi le pire risque que tu prends en demandant une augmentation à ton boss? Réfléchis-y. Bien manger me rend très heureux. Non, je le précise parce que pendant longtemps, j'ai cru que toute l'humanité partageait ce plaisir. Mais en fait, j'ai appris, au fil des années, qu'il y a des gens qui s'en fichent de manger, qui mangent juste pour survivre. Alors que moi, c'est totalement l'inverse. Mal manger, ça peut me mettre de mauvaise humeur pendant un temps. Si je mange par exemple un plat mal assaisonné, mal cuit, ou un plat raté tout simplement, ça peut me mettre mal. En tout cas, je suis persuadé que la nourriture a une fonction qui dépasse largement sa fonction primaire. Derrière son aspect assez simple, un bon repas, ça rassemble. Ça permet aux personnes de se lâcher. Ça leur permet de parler plus librement. Un bon plat, ça permet même de découvrir une culture entière. Quand je vivais en Thaïlande, je ressentais une différence entre les gens du Nord et les gens du Sud en termes de caractère. Et cette différence, elle allait même jusqu'au plat et aux différentes influences qu'on retrouvait dedans. D'ailleurs, c'est marrant que je te parle de Thaïlande parce que dans ma vie, je pense qu'il y a vraiment deux choses dans lesquelles je peux dépenser sans compter. La première chose, c'est les voyages. Et la deuxième chose, c'est la nourriture. En ce moment, je suis en train de penser à me faire un petit setup chez moi. Je check un peu les écrans externes. La première chose qui fait que j'ai du mal à acheter un écran externe, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de trouver un écran parfait pour mes besoins, donc le beau. La seconde, c'est que je valorise pas forcément ça. Alors qu'au prix de l'écran externe, je pourrais normalement me faire un bon resto. Mais en fait, si tu me vends bien le truc, que tu me dis que je peux m'éclater le ventre dans un restaurant et passer un excellent moment avec mes proches, je le fais sans aucun problème. Dans d'anciennes vidéos, je t'ai déjà parlé de l'avantage injuste. L'avantage injuste, c'est une notion théorisée par H. Ali et Hassan Kuba dans leur livre du même nom. Et ce livre, il a vraiment changé ma perception sur énormément de points. Notamment le point selon lequel, dans la vie, tout est une question de travail acharné et de mérite. Grâce à ce livre et à d'autres influences, j'ai compris que non, tout n'est pas une question de mérite dans la vie. Dans la vie, il y a aussi la chance qui rentre en compte. Mais prendre ça en compte, c'est pas une excuse pour rien faire. L'avantage injuste, c'est pas une notion qui pousse vers la médiocrité, au contraire, c'est une notion qui pousse à changer de perspective et à commencer à travailler de manière intelligente sur nos points forts. Et de l'autre côté, connaître nos points faibles pour les renforcer avec le temps. Le fait est que l'immense majorité des gens n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Par contre, au contraire, personne n'est né avec absolument rien qui fait sa force. Donc la première chose à faire, c'est se rendre compte de ça, se rendre compte qu'on a tous un avantage injuste, puis accepter que nous sommes dans un monde hasardeux. Si tu veux creuser le sujet de l'avantage injuste, je te mettrai un lien en description vers le livre en question. La vie est un jeu vidéo. Je dis ça dans plusieurs sens. Le premier sens, c'est que parfois, on gagnerait, et personnellement moi je gagnerais, c'est un peu une note à moi-même, à prendre moins les choses au sérieux. J'ai un peu de mal à dire oui à certaines choses qui pourraient me profiter, je réfléchis un peu trop, je suis un peu trop consciencieux, un peu trop rigoureux dans ce que je fais. La deuxième chose pour laquelle je dis ça, c'est vraiment purement pour voir la vie en termes de niveau. C'est-à-dire qu'à défaut de jouer aux jeux vidéo dans le monde virtuel, je me dis que la vie est mon petit jeu vidéo, et comme dans tous les jeux vidéo, il y a des jauges. Et j'essaye de travailler sur plusieurs choses pour augmenter ma roue de compétences, un peu comme dans Assassin's Creed pour ceux qui ont la ref. Donc je sais que je suis pas parfait sur ça, j'essaie d'y travailler parce que j'ai toujours une envie un peu de contrôler les choses autour de moi et je sais que c'est souvent assez limitant. Un gagnant, c'est un perdant qui a essayé une fois de plus. Alors je sais, désolé pour cette phrase LinkedIn, je sais que c'est pas la bonne plateforme, mais c'est une phrase que j'ai entendue de la part d'Anthony Bourbon dans une interview il y a pas longtemps, et ça m'a pas mal marqué parce que en une petite phrase, ça résume parfaitement l'entrepreneuriat et la vie de manière générale. Dans les moments où t'enchaînes les échecs, ça va très vite de penser que t'es bon en rien. Mais en gardant en tête qu'un gagnant, c'est un perdant qui a essayé une fois de plus, on vit l'échec beaucoup plus facilement au quotidien. Perso, ça m'est arrivé d'être dans des périodes où j'enchaîne les petits échecs, quand je vois toutes les personnes qui réussissent autour de moi, quand je vois que les personnes commencent à se poser, qui sont pas dans le même cadre que moi, qui sont pas dans les mêmes sphères que moi, et moi j'y arrive pas. En fait, au bout d'un moment, je commence à me dire que je suis bon à rien. Mais tu vois que si t'essayes encore un peu quelques semaines, quelques mois, quelques années, bah il y a un moment où ça prend. Quoi qu'il arrive, ça va le faire. Ça va le faire tôt ou tard. Il faut juste essayer une fois de plus. L'ego est un frein à beaucoup de choses. Surtout un frein à ton réseau et à tes relations sociales proches. Si tu penses que t'as rien à gagner à être vulnérable de temps en temps, si tu penses que être vulnérable c'est donner une part de toi-même et donner des cartes aux gens
pour qu'ils puissent s'en servir contre toi, etc., bah t'iras pas très loin en termes de relations. Et je m'en suis rendu compte aussi à mes dépens. Je pense que si t'as trop d'ego dans certaines situations, ça rassure pas tes proches parce que les gens sont pas là pour te juger en fait. Les gens sont là pour savoir ce que tu ressens, savoir ce que tu penses, savoir ce que tu fais de ta vie. Et deuxièmement, tu vas te fermer à beaucoup de gens en fait. L'ego c'est important, l'ego surdimensionné, c'est un frein de fou. Je ne comprends pas l'invention des AirTags. Tout Apple addict que je suis, je ne comprends pas cet objet. Enfin, je comprends le service en soi, mais je ne comprends pas que les gens en aient besoin et j'ai jamais compris pourquoi les gens perdaient leurs clés. Assez vite dans ma vie, j'ai compris qu'il y avait des choses où il fallait qu'on prenne une décision une seule fois, qui allait rendre notre vie tout entière plus facile. Assez vite, je me suis dit, mes clés seront à tel endroit de ma maison. Il n'y a pas d'autre situation. Si les clés sont pas à cet endroit, il y a un bug dans la matrice. Je ne comprends pas les gens qui ne trouvent pas leurs clés chez eux. Mettez vos clés au bon endroit. Je le dis de manière un peu rigolote, mais trouvez dans tout ce que vous faites des décisions qui rendent les décisions qui vont suivre plus faciles. Si vous vous dites je vais au sport tous les matins à telle heure, il n'y a pas d'autre décision à prendre en fait. C'est un fait, la décision sera prise à telle heure. Même quand vous avez la flemme, vous irez parce que ça sera ancré en vous. Et vous verrez que ça abaissera grave votre charge mentale. Est-ce que je t'ai déjà parlé de ma maison des relations ? La maison des relations, tout simplement, c'est une métaphore pour expliquer que dans la vie, t'as plusieurs relations et c'est comme une maison. T'as les murs porteurs, les relations qui vont jamais bouger, les relations sur lesquelles faut compter dans les moments durs et dans les moments de doute. Et t'as les relations un peu moins solides, un peu plus passagères. Par exemple, une porte, un mur en placo, une fenêtre. Enfin bref. T'as compris, on va pas tisser la métaphore encore plus loin. Vraiment, je priorise mes relations entre relations longues, relations familiales et les autres relations. Je dis pas que les relations passagères, je prends les gens et je les jette comme des vieilles chaussettes, mais je pense que c'est important d'avoir des piliers solides auxquels on peut revenir dans sa vie, avec qui on peut parler, avec qui on peut se montrer vulnérable. J'en parlais juste avant. Je suis assez content, c'est pas quelque chose que j'ai choisi vu que ça s'est fait sur le long terme, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi et j'ai gardé ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si on m'enlevait ça, je pense que ça serait un des trucs qui impacterait le plus mon bonheur avec un grand B. L'ultime chose qui fait mon bonheur au quotidien, c'est passer à l'action. Aussi appelé faire, puis après rectifier. Aussi appelé fait est mieux que parfait. Je suis assez perfectionniste à la base et avec le temps, j'ai remarqué que ce fameux perfectionnisme, c'était très souvent une manière de me chercher des excuses, une manière de pas entamer des projets parce que j'avais peur. Et en fait, aujourd'hui, j'essaye encore une fois de déterminer la chose qui rendrait tout plus facile dans un projet et de faire un premier pas vers ce projet. Fais les choses, ne passe pas ton temps à tirer des plans sur la comète, ne passe pas ton temps à faire des business plans, ne passe pas ton temps à écrire plein de choses sur la vie sans passer à l'action. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de ça en majorité sur ma chaîne quand j'ai commencé parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Cette chaîne, elle a commencé de manière imparfaite et aujourd'hui, on en est là. Et pour ça, merci. Je pense que c'est une bonne manière de conclure tout ça. Fais les choses et tu seras heureux. Et aussi, tu t'amélioreras dans la vie. Voilà les gars, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu à faire. Ça m'a beaucoup plu de déterminer un peu ces choses-là, ces piliers qui font que, personnellement, je suis heureux et épanoui au quotidien. N'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, ce qui vous épanouit, des principes, des règles, des habitudes qui vous rendent heureux au quotidien. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris avec cette chaîne, c'est que tous les gens ont des habitudes différentes, même s'il y a des gros piliers qui reviennent souvent, mais on peut découvrir des petites pépites. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça m'intéresserait énormément. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux avoir du contenu un petit peu plus naturel et lifestyle, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux qui s'afficheront à l'écran. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne, me laisser un petit j'aime et partager cette vidéo. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. De mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.